Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du hasard. Le hasard existe-t-il? C'est la question classique, la grande question du hasard, et c'est typiquement le genre de question à laquelle tout le monde a une réponse. Alors le hasard existe-t-il? Parmi vous, certains répondront oui, le hasard existe. Le hasard existe, et non seulement il existe, mais il est même souvent l'élément déterminant dans la survenue des événements. Être au bon endroit au bon moment, ou au mauvais endroit au mauvais moment, on en a tous déjà fait l'expérience. Et on sait à quel point ça peut avoir des conséquences. Donc il y a bien du hasard, il y a bien des situations qui échappent à notre contrôle, à notre capacité d'anticipation. Et puis d'ailleurs, sans aller jusque-là, s'il n'y avait pas de hasard, il n'y aurait pas de jeu de hasard. Donc le hasard existe bel et bien. Mais une autre réponse consistera à dire que non, le hasard n'existe pas. Et alors là, il faut bien faire attention, parce qu'il y a deux raisons différentes pour lesquelles on peut répondre non. On peut répondre que le hasard n'existe pas parce que tout est déterminé, autrement dit parce que tous les événements font partie d'une longue chaîne de causalité, d'une longue série de causes et d'effets, et donc le hasard, ce n'est rien d'autre que la somme des variables cachées. Ce n'est rien d'autre que l'ensemble des facteurs que nous ignorons, mais qui existent et qui participent au cours des événements. Donc on appellera ça la réponse déterministe. Et puis il y a une autre manière de dire que le hasard n'existe pas, qui est la réponse finaliste, et qui consiste à dire qu'il n'y a pas de hasard parce qu'il y a une volonté supérieure, ou parce qu'il y a une puissance gouvernante, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le destin, ou qu'on l'appelle quelque chose, et que ce quelque chose ferait en sorte que les événements arrivent comme ils doivent arriver. Donc il n'y a pas de hasard, parce que tout a un sens. Tout a une raison d'être. Dans la religion, on appelle ça la providence. L'idée que tout participe à l'exécution d'un grand plan divin dont nous serions les participants, et donc le hasard ne serait rien d'autre que le nom qu'on donne à cette volonté supérieure. C'est l'idée qu'on retrouve dans la phrase « Le hasard fait bien les choses ». Si le hasard fait bien les choses, ça veut dire que le hasard ne fait pas n'importe quoi, qu'il n'est jamais aveugle et chaotique. Le hasard serait le stratagème d'une volonté supérieure qui agit toujours en vue d'une finalité. Je rappelle que le finalisme, finalité, c'est l'idée qu'il y a un but inscrit dans les choses. C'est l'idée par exemple que si nous existons, c'est parce que quelque chose a voulu que nous existions. Car pourquoi existerions-nous si nous n'étions pas issus d'une volonté? C'est ça l'argument principal du finalisme, la question « pourquoi ?» Pourquoi au sens de « pour quoi ?» Dans quel but? C'est parce qu'on attribue un but aux choses qu'on ne croit pas au hasard. C'est parce qu'on attribue une signification aux événements. Donc vous voyez qu'on peut ne pas croire au hasard pour des raisons totalement différentes, et même pour des raisons opposées. On peut ne pas croire au hasard parce qu'on considère que tout est déterminé, parce qu'on considère que tout n'est qu'enchaînement rationnel de causes et d'effets, même ce qui semble totalement relever du hasard, même ce dont les causes nous échappent. Mais on peut aussi ne pas croire au hasard pour des raisons philosophiques ou spirituelles, parce qu'on considère qu'il y a dans les événements qui arrivent la marque d'une volonté supérieure qui agit dans notre monde. Alors on va s'arrêter sur chacune de ces conceptions, on va les analyser, et on va tenter de voir dans quelle mesure on peut les défendre,
on va voir jusqu'à quel point ces conceptions sont tenables. Et surtout, le plus important, on va voir quelle vision du monde il y a derrière chacune de ces conceptions. On va voir ce que notre conception du hasard dit de notre vision philosophique du monde. Alors pour ça, on va déjà commencer par définir le hasard. Parce qu'on a tous une opinion plus ou moins tranchée sur le fait de savoir si le hasard existe ou pas, mais pour ça, il faut d'abord savoir de quoi on parle quand on parle du hasard. Alors le mot hasard vient de l'arabe az-zar, et ce mot désignait autrefois un jeu de dés. C'est ça, l'origine du mot hasard. Un jeu de dés. Or, quel est le principe du lancer de dés? Eh bien, c'est justement le fait qu'on ne puisse pas prédire le résultat du lancer. On peut parier sur le résultat, mais parier, ça sous-entend qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que ça ne dépend pas de notre volonté. Le résultat du lancer de dés, ce n'est pas quelque chose dont nous avons la maîtrise. C'est ça le hasard. C'est ce qui nous dépossède de notre pouvoir de maîtrise. Et donc on parlera de chance à chaque fois qu'on aura parié sur le bon résultat, la chance désignant le fait de gagner par hasard, c'est-à-dire de gagner alors qu'on n'avait aucune raison de gagner. Donc, ce qui définit le hasard, c'est l'imprédictibilité. Le hasard, c'est ce qui échappe à nos capacités de maîtrise et donc de prévision. C'est d'ailleurs ce qui fait que certaines personnes qui ont besoin de tout contrôler ne veulent rien laisser au hasard. Parce que laisser les choses au hasard, c'est cesser de les maîtriser. C'est devenir le jouet du hasard. Et alors là, on se heurte déjà à un premier problème. À savoir, qu'est-ce qui différencie le hasard de l'ignorance? Parce que si le hasard, c'est ce qui arrive sans qu'on l'ait voulu, et donc sans qu'on l'ait prévu, sans qu'on ait pu l'anticiper, alors dans ce cas-là, ça veut dire que le hasard n'est pas tant une réalité qui existerait en dehors de nous, que la marque de nos propres limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose dans le monde qui s'appellerait le hasard et qui agirait dans notre dos pour nous empêcher de maîtriser les événements. S'il y a du hasard, c'est parce qu'il y a ignorance de la cause des événements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand on joue aux dés, à chaque fois qu'on lance les dés, on est bien d'accord qu'on ignore sur quelle face les dés vont tomber. C'est tout l'intérêt du jeu. Mais la question c'est, pourquoi l'ignore-t-on? On l'ignore parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte pour le savoir. Si on avait la capacité intellectuelle, la capacité analytique, de tenir compte de tous les paramètres qui entrent en jeu dans le lancer de dés, les paramètres physiques j'entends, la force du lancer, sa direction, le frottement des dés sur le tapis, bref, tous les paramètres qui font que chaque dé va tomber sur une face et pas sur une autre, si on était en possession de toutes ces variables infiniment subtiles, on pourrait techniquement prédire le résultat. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas cette capacité, c'est justement parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte qu'on parle de hasard. On parle de hasard parce que même si le résultat du lancer est théoriquement prévisible, il est humainement imprévisible. S'il existait un appareil permettant de scanner tout l'environnement physique au moment où la main du joueur lâche le dé, l'appareil pourrait prédire le résultat. Parce que pour l'appareil, le résultat, c'est simplement le produit d'un calcul. Donc c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que le hasard n'est pas tant une réalité qui existe en dehors de nous,
que la marque de notre propre ignorance. Le hasard est toujours hasard du point de vue humain. Mais du point de vue d'un algorithme, ou du point de vue omniscient, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des données. Il n'y a que des paramètres. Et quand un algorithme n'arrive pas au bon résultat, on n'en déduit pas que c'est à cause du hasard. On en déduit que l'algorithme fonctionne mal. On en déduit une défaillance. Eh bien, c'est cette même défaillance que nous n'appellerions pas hasard dans le cas d'un algorithme, que nous appelons hasard dans le cas d'un cerveau humain. C'est ça la différence. C'est seulement ça. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est la tricherie. Tricher, c'est augmenter artificiellement notre contrôle des paramètres. C'est s'octroyer des possibilités qui auraient normalement dû être distribuées par le hasard. C'est parce qu'on sait que le hasard nous échappe qu'on cherche à le maîtriser en redéfinissant nous-mêmes les paramètres. Et réduire l'influence du hasard dans l'obtention d'un résultat, on appelle ça mettre toutes les chances de son côté. Mettre toutes les chances de son côté, ça veut justement dire annuler la chance. Tricher, c'est remplacer le hasard par la maîtrise pour le supprimer. Et donc, dans le cas du lancer de dés, ça donne le petit filou qui essaie de gruger, qui lance le dé à l'horizontale ou à la verticale, ou qui cherche à faire un effet pour que le dé roule le moins possible. Parce qu'un dé qui roule, c'est un dé qui peut s'arrêter sur la mauvaise face. À chaque roulement de dé sur le tapis, il y a augmentation du coefficient d'incertitude. C'est pour ça qu'on retrouve souvent cette image de la roue dans les jeux de hasard, que ce soit la roulette du casino, la bouteille tournante, ou même la roulette russe. Puisque la roue, c'est à la fois le symbole du temps et du mouvement, mais c'est aussi le symbole du destin et du hasard. C'est-à-dire de ce qui échappe au pouvoir des hommes. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom du jeu télévisé, la roue de la fortune. La roue de la fortune, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la roue de la richesse. C'est la roue du hasard. La fortune, c'est ce qui est fortuit. C'est ça le sens initial du mot fortune. Le hasard. Et donc le hasard, c'est le tombeau de la stratégie. Le hasard, c'est ce qui rend inutile le recours à nos compétences en calcul, parce qu'on ne possède pas toutes les données de l'équation. Parce qu'il nous manque des variables. Et ces variables sont la forme extériorisée de notre ignorance. On les appelle des variables parce qu'on ne parvient pas à les isoler. C'est parce qu'on ignore certaines informations qu'on les appelle des variables. Et donc la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, c'est que s'il y a du hasard, c'est parce qu'il y a de l'ignorance. Le mot hasard sert uniquement à désigner les causes que nous ignorons. Autrement dit, le hasard n'est pas l'indéterminé, c'est l'indéterminable. Le hasard n'est pas l'absence de cause, c'est l'ignorance des causes. Le hasard est le nom de notre ignorance. Et donc c'est là qu'on en arrive à la question du déterminisme. Parce que souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux manières de soutenir l'idée que le hasard n'existe pas. Soit parce qu'il y aurait un sens caché derrière les événements, on va y revenir, soit parce qu'on considère que tout ce qui arrive est le résultat d'une longue chaîne de causalité.
C'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais que le résultat du lancer de dés dépendait de plusieurs facteurs. De la force, de la direction, etc. Le résultat du lancer de dés, c'est le résultat de la conjonction de ces facteurs. Eh bien, c'est ça, le déterminisme. C'est l'idée qu'il n'y a pas de hasard, parce que tout ce qui arrive est le résultat d'une combinaison de causes. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des causes connues ou inconnues. C'était la position de Spinoza. Cette approche déterministe du monde, c'est l'approche qui est privilégiée dans les sciences. Dans les mathématiques d'abord, parce que même si ça paraît évident, il faut rappeler qu'en mathématiques, le hasard est exclu. Mais dans les sciences de la matière aussi, on exclut le hasard. En physique, en chimie, le hasard n'est pas une variable de l'équation. Pourquoi ? Eh bien, justement parce que la matière, c'est quelque chose dont on peut maîtriser les paramètres. Jusqu'à un certain niveau en tout cas. Mais disons que, dans la vie de tous les jours, la matière se comporte de manière suffisamment prévisible, c'est-à-dire de manière suffisamment régulière, pour qu'on puisse réussir à prédire son comportement. La matière ne réagit pas de façon aléatoire à ce qu'on lui fait subir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est possible de formuler des lois physiques. Si la matière réagissait de manière aléatoire à ce qu'on lui fait subir, il n'y aurait pas de loi physique, puisqu'il n'y aurait pas de régularité du comportement de la matière. Prenons un exemple. Un stylo. Prenez un stylo, lâchez-le, et observez son comportement. Recommencez, et demandez-vous comment se comporte le stylo à chaque fois que je le lâche. Si tout va bien, à chaque fois que vous le lâchez, le stylo tombe vers le bas. Et si vous répétez l'expérience encore et encore, peut-être qu'au bout de la millionième fois, le stylo va tomber vers le haut. Ou qu'il va rester en apesanteur. On n'en sait rien. Eh bien si. On sait. On sait que c'est pas possible. Et comment on le sait ? On le sait parce qu'il existe une loi qui s'appelle la loi de la gravitation et qui fait que le stylo ne peut que tomber vers le sol. C'est établi. C'est entièrement déterminé. Dans les conditions terrestres, la matière tombe vers le sol. Ce n'est pas une question de hasard ou de circonstance. C'est une loi. Donc dans cette situation, le hasard n'a aucun espace pour s'infiltrer. Il est exclu d'office. Pas de hasard dans le comportement de la matière, parce qu'existence d'une loi qui détermine le comportement de la matière. Alors bien sûr, on parle de loi au sens physique. Ce n'est pas une loi décidée par les hommes. Il n'y a pas un code civil de la matière qui dit à la matière comment elle doit se comporter. Une loi physique n'est pas une loi qui prescrit, mais une loi qui décrit. Et ce que la loi de la gravitation décrit, c'est la régularité du comportement de la matière. La chute des corps n'est pas un phénomène aléatoire. C'est un phénomène mécanique. Alors ici, il n'est pas du tout question d'entrer dans des considérations sur la physique quantique, sur le fait de savoir si le comportement de la matière ne serait pas fondamentalement guidé par le hasard, avec le principe d'indétermination de Heisenberg et tout ce qui va avec. C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est tout simplement de dire qu'à l'échelle de l'observable, à l'échelle de notre rapport matériel au monde, les phénomènes physiques sont régis par des lois. Et c'est ça qui fait qu'on peut parler d'une conception déterministe de la science. Parce que dans une conception déterministe, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Donc si la matière obéit à la loi de la gravitation, qui fait qu'un corps lourd tombe vers le sol, il n'y a aucune raison de penser que la prochaine fois, il en sera autrement. Parce que pour qu'il en soit autrement, il faudrait que la loi qui régit ce phénomène soit elle-même modifiée. Il faudrait que la gravitation cesse de s'exercer. Et ça se remarquerait. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que plus les objets que la science étudie seront complexes, plus la science va nuancer son déterminisme. La science nuance son déterminisme à mesure que le nombre de paramètres augmente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'étudie pas le comportement d'un atome dans un laboratoire comme on étudie le comportement d'un individu dans un milieu social. Parce qu'un individu, c'est de l'humain. Et l'humain, c'est complexe. Ce n'est pas mécanique comme la matière. C'est plus subtil. La matière se comporte globalement de manière mécanique. Je dis bien globalement parce qu'on sait que justement pas tout à fait. Mais dans l'ensemble, ce qui rend les phénomènes matériels prédictibles, c'est le fait qu'ils s'inscrivent dans une chaîne de causalité visible et mesurable. Et lorsqu'un physicien fait ses expériences dans son laboratoire, il a la maîtrise des paramètres. Donc il n'y a pas de hasard, puisqu'il n'y a pas de variable cachée. Le physicien peut alors contempler le déterminisme en pleine lumière. Mais un individu humain, si on cherche à retracer la chaîne causale qui a déterminé son comportement, là c'est plus compliqué. Parce qu'on n'a plus affaire à un simple corps physique. On a affaire à une psychologie. On a affaire à une sociologie, à une éducation, à une expérience, à une sensibilité. On a affaire à un être complexe, à un être pluridimensionnel. Et c'est cette interpénétration des différentes couches du comportement humain qui va rendre l'étude de ce comportement beaucoup plus hasardeuse, au sens de soumise à un nombre de variables beaucoup plus important, pour ne pas dire incalculable. Sans compter que chez les êtres humains, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Ça, c'est le principe clé du déterminisme scientifique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, autrement dit, si on fait la même chose à un corps physique, il se comportera de la même manière à chaque fois. Alors que chez les êtres humains, un même événement peut engendrer des conséquences différentes pour l'individu. Deux individus ne seront jamais affectés exactement de la même manière par un événement. Il y aura toujours des nuances, voire des divergences. Donc même si on applique une grille de lecture déterministe au comportement humain, même si on sait que le principe du déterminisme s'applique à tout, le fait est que plus il y a de variables cachées qui entrent en jeu dans une situation, plus le hasard prospère. Le hasard prospère non pas parce que les comportements humains n'obéiraient à aucun paramètre, mais parce que ces paramètres sont si nombreux et si subtils qu'ils nous échappent pour une large part. Et là, j'en profite pour dire quelques mots sur l'effet papillon. L'effet papillon ne nous dit pas qu'un battement d'aile de papillon au Brésil peut causer une tornade au Texas. L'effet papillon nous dit qu'un battement d'aile au Brésil peut provoquer une tornade. Et provoquer, ce n'est pas causer. Provoquer, c'est faire partie de la cause. Si vous préférez, le battement d'aile de papillon, ce n'est pas la cause de la tornade. C'est une cause parmi un nombre infini de causes. Et c'est la conjonction de toutes ces causes qui va rendre possible la tornade. Et je dis ça parce que
bien souvent, dans notre conception du principe de causalité, on a tendance à isoler les paramètres, comme si les événements étaient le fruit d'une seule cause. Mais il n'y a jamais une seule cause aux choses. Ou plutôt, chaque cause est une combinaison de causes. Chaque cause est le produit d'autres causes. Donc, quand on parle de l'effet papillon, il faut bien savoir dans quel cadre on l'utilise. L'effet papillon ne nous dit pas que les grands effets ont de petites causes. L'effet papillon nous dit que tous les micro-événements, que tous les nano-événements ont une influence sur le cours des choses. L'effet papillon nous dit que des événements aussi dérisoires en apparence qu'un battement d'aile de papillon peut avoir des répercussions à des milliers de kilomètres, tout simplement parce que tout se répercute sur tout. Le moindre détail modifie tout. La moindre seconde modifie tout. C'est ça l'effet papillon. L'illustration de l'interpénétration des causes et de l'influence de cette interpénétration des causes sur le cours des événements. Et on peut tous le constater dans nos vies. Vous-même, si au lieu de passer au feu orange il y a 5 ans, vous vous étiez arrêté, tout votre avenir, je dis bien tout votre avenir, aurait été différent. Vous auriez créé une deuxième ligne temporelle. Le vous qui s'est arrêté. Et le vous qui s'est arrêté aurait une vie différente du vous qui est passé. Parce que ce petit décalage de 30 secondes au feu aurait engendré des situations différentes dans les deux chemins de vie. Le moi qui s'est arrêté au feu orange n'aurait pas eu cet accident 2 kilomètres plus loin. Parce que 30 secondes plus tard, celui qui m'est rentré dedans sur la route n'était pas là. Donc le vous qui s'est arrêté n'aurait pas eu la même vie que le vous qui est passé, tout simplement parce qu'en vous arrêtant, vous avez reconfiguré les paramètres. Vous avez influencé la chaîne de causalité d'une manière plutôt que d'une autre. Un feu orange qu'on franchit ou un feu orange auquel on s'arrête, c'est une micro-variation qu'on crée dans la chaîne de causalité, et cette micro-variation va affecter l'ensemble des événements suivants. Donc dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, vous le devez, en partie, à ce feu orange. C'est ça la réalité des micro-événements. Ils nous amènent beaucoup plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Il y a un épisode de la série How I Met Your Mother où le héros rencontre par hasard la femme dont il va tomber amoureux, et à la fin de l'épisode, on le voit dire merci à toutes les personnes qui se sont trouvées sur son chemin durant cette journée-là, y compris à celui qui lui est passé devant pour monter dans le taxi, parce que c'est grâce à ce taxi raté qu'il a pris le chemin de l'arrêt de bus où il a rencontré sa future femme. Remercier toutes les personnes qui se sont trouvées sur sa route, c'est remercier la causalité. C'est remercier l'historique des causes et des effets qui ont abouti à la rencontre. Donc pour en terminer sur la conception déterministe du hasard, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que dans cette conception, il n'y a pas de hasard, car le hasard n'est que le nom des causes que nous ignorons. Et c'est en cela que, ironiquement, la vision déterministe a un trait commun avec la vision finaliste, puisque dans les deux cas, le hasard n'existe pas. La différence étant que pour les déterministes, c'est une causalité aveugle qui régit les événements, une causalité sans but, tandis que pour les finalistes, c'est une causalité guidée. C'est une causalité qui a un but. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Dans la vie de tous les jours,
Il arrive que des événements se produisent, des événements qu'on appelle des coïncidences, et ces coïncidences vont produire en nous un sentiment d'étonnement, un sentiment de stupeur. Vous êtes assis à la terrasse d'un café, vous buvez votre verre en regardant passer les gens, et là, parmi ces gens, vous reconnaissez quelqu'un avec qui vous étiez à l'école primaire. Incroyable! En fait, non. Pas incroyable. Surprenant, oui. Au sens où tout ce qui est inattendu a quelque chose de surprenant. Mais pas incroyable. Parce que, ça peut arriver. Maintenant, imaginez que la ville dans laquelle vous vous trouvez ce jour-là n'est pas du tout la ville dans laquelle vous avez grandi. Vous retombez sur cette vieille connaissance dans une autre ville que celle où vous étiez à l'école. Incroyable! Alors non, toujours pas incroyable, mais déjà plus surprenant. En tout cas, suffisamment surprenant pour que vous vous fassiez la réflexion. Et maintenant, imaginez que cette vieille connaissance que vous rencontrez par hasard à la terrasse d'un café, imaginez qu'à ce moment-là précis, vous étiez en train de penser à elle. Là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable parce que la probabilité pour que ça arrive est extrêmement faible. C'est incroyable, non pas parce que l'événement est incroyable, mais parce qu'il était hautement improbable. C'est ça qui rend le hasard plus ou moins remarquable. Son coefficient de probabilité. Et c'est ce caractère improbable de la situation, ce caractère extraordinaire au sens littéral, au sens de ce qui sort de l'ordinaire, c'est ce caractère improbable qui fait qu'on va naturellement se diriger vers une interprétation finaliste. C'est-à-dire qu'on va rechercher un sens à cette rencontre. Un sens caché. Un sens qui ne peut être que métaphysique, parce qu'il faut l'intervention d'une force métaphysique pour que les variables de l'équation s'ajustent aussi bien. C'est toujours devant un événement inattendu qu'on se dit que le hasard n'existe pas. Jamais devant un événement attendu. Vous buvez votre verre à la terrasse d'un café, vous ne rencontrez personne que vous connaissez, vous n'allez pas vous dire « Tiens, comme par hasard, aujourd'hui je n'ai rencontré personne que je connaissais. » Vous allez vous dire « Bah oui, c'est normal. Il y a plus de personnes que je ne connais pas que de personnes que je connais, donc il n'y a pas de raison particulière pour que je m'étonne de ne rencontrer personne que je connaisse. » Vous n'allez même pas vous faire la réflexion. Pareil quand une personne vous téléphone, alors que vous étiez en train de penser à elle. Quand on est en train de penser à quelqu'un, et que cette personne nous appelle pile à ce moment-là, ça fait bizarre. On a l'impression d'avoir un pouvoir magique. On a peut-être un pouvoir magique. Allez savoir. Mais le fait est que quand on pense à quelqu'un, et que ce quelqu'un ne nous appelle pas, on ne se fait pas la remarque. On ne fait pas attention au hasard quand le hasard nous met dans une situation ordinaire. D'où cette situation où, s'il ne se passe rien, on ne pense pas au hasard, et s'il se passe quelque chose, c'est que le hasard n'existe pas. C'est le serpent qui se mord la queue. Et puis il faut ajouter autre chose, qui est que le hasard, on l'interprète toujours en référence à soi-même. Ce sont les hasards que nous vivons personnellement qui ont du sens à nos yeux. Parce que quand on vit une situation hasardeuse extraordinaire, on a la sensation que tout l'univers s'est mobilisé pour nous. Qu'il s'est mobilisé pour converger à ce point précis. On a l'impression d'être littéralement le centre de l'univers.
Donc qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez faire l'expérience d'une coïncidence? Vous allez dire « c'est un signe, c'est le destin ». Vous allez vous dire qu'il y a une raison à cette rencontre. Vous vous direz par exemple « cette personne va jouer un rôle dans ma vie. Elle fait partie de mon chemin d'évolution. Elle est une pièce de mon puzzle personnel. » C'est ça, l'ambiance philosophique générale de la conception finaliste du hasard. La notion de signe. La notion de sens. D'ailleurs, j'en profite pour faire un point de sémantique. Quand on parle de signe, il faut bien voir de quoi on parle. Étymologiquement, un signe, c'est ce qui signifie. Autrement dit, un signe, c'est ce qui est porteur d'une signification. Et le mot signe est intéressant parce qu'un signe, c'est aussi un geste. Faire un signe de la main, un signe de la tête, c'est envoyer une information à quelqu'un. Et donc quand on parle de signe le plus souvent, ça sous-entend que quelque chose nous fait signe. Que l'univers, que Dieu, que le karma nous dit quelque chose. Qu'il s'adresse à nous personnellement. Et donc dans cette vision, si les coïncidences ont un sens, c'est parce qu'elles sont des points d'intersection visibles de la causalité. En français, ça donne quoi? Ça donne qu'une coïncidence, c'est la rencontre entre deux séries causales apparemment indépendantes. Je dis apparemment puisqu'à proprement parler, aucune série causale n'est totalement indépendante des autres. Toutes les séries causales sont imbriquées les unes dans les autres. Mais quand deux séries causales se croisent, quand deux chaînes de causalité convergent en un point d'intersection qui a du sens pour nous, on est obligé d'y voir un signe. On est obligé d'y voir davantage qu'une simple intersection causale. Assister à une coïncidence, assister à une conjonction d'événements improbables, c'est comme voir la main du destin descendre dans le décor pour modifier la pièce. C'est comme surprendre Dieu en pleine écriture du scénario. D'où la phrase qu'on attribue à Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Dieu qui se promène incognito, autrement dit, la volonté qui passe par le hasard. La volonté qui prend le vêtement du hasard. Ainsi, Dieu est couvert. Mais avant d'en venir à Dieu, un petit rappel nécessaire. C'est que, avant d'être un message de l'univers, ou avant d'être le point d'intersection de deux séries causales, le hasard, c'est d'abord une question mathématique. Les probabilités. Et ce que les probabilités révèlent, et que je voudrais prendre le temps de vous montrer, c'est que le hasard n'est finalement pas si hasardeux qu'il en a l'air. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les maths, mais je vous rassure, on va rester sur du très basique. Pile ou face. On est bien d'accord que si vous jouez à pile ou face, la probabilité de tomber sur pile et la probabilité de tomber sur face est la même. 50-50. On appelle ça une situation d'équiprobabilité, probabilité égale pour chaque résultat. Mais avoir une chance sur deux de faire pile ou face, ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire pile puis face, puis pile puis face, etc. On parle de probabilité théorique. Une chance sur deux, c'est une probabilité théorique. Donc supposons que vous fassiez 10 lancers. En théorie, on devrait avoir 5 fois pile et 5 fois face.
Mais dans les faits, on n'en sait rien du tout. Peut-être que vous allez faire 5 fois pile et 5 fois face, mais peut-être que vous allez faire 3 fois pile et 7 fois face. Ou 10 fois pile et 0 fois face. Toutes les combinaisons sont possibles. Maintenant, imaginons qu'au lieu de 10 lancers, vous fassiez 100 lancers. Vous lancez la pièce 100 fois. A priori, pas de différence. Encore, vous ferez peut-être 60 fois pile et 40 fois face, ou vous ferez 90-10, ou 75-25, bref. Là encore, tout est possible. Et toujours selon ce raisonnement, vous pouvez faire 1000 lancers, 10 000 lancers, 1 million de lancers. Vous ne savez pas quel score vous allez obtenir. Vous ne savez pas quel pourcentage de piles et quel pourcentage de faces vous allez faire. Eh bien, en réalité, si. Vous pouvez le savoir. Vous pouvez le savoir parce que, là encore, il existe une loi qu'on appelle la loi des grands nombres, et cette loi nous dit que plus on répète une expérience aléatoire, une expérience dont le résultat dépend du hasard, et plus la moyenne des résultats obtenus va coïncider avec la probabilité théorique. Je simplifie. Plus vous allez lancer la pièce, plus vous allez obtenir une moyenne des résultats proche de 50-50. Et ça, c'est incroyable. Et pourquoi c'est incroyable ? C'est incroyable parce qu'on ne s'explique pas pourquoi ce résultat. C'est incroyable parce qu'on ne comprend pas pourquoi le fait de répéter une expérience aléatoire tend à créer de l'équilibre dans les résultats, tend à créer de l'ordre. Pourquoi une expérience aléatoire répétée 1 million de fois doit-elle avoir un résultat égal à sa probabilité théorique ? Ça, c'est une vraie question. Et il faut bien comprendre de quoi on parle quand on parle de la loi des grands nombres. On parle d'un principe mathématique, d'une abstraction mathématique, à savoir un taux de probabilité, un coefficient de probabilité, et on est en train de dire que le fait de reproduire une expérience aléatoire dans la réalité tend à nous rapprocher de sa probabilité théorique. Comme s'il y avait un canal qui faisait communiquer le monde physique avec le monde mathématique. Comme s'il existait une loi qui fait que la réalité se moule sur les mathématiques. C'est ça qui est stupéfiant. Parce qu'intuitivement, on pourrait très bien imaginer que sur 1 million de lancers, on ait 30% de piles et 70% de faces. Ça paraît pas totalement aberrant. Eh bien si. À l'échelle statistique, pour 1 million de lancers, 70-30, c'est totalement aberrant. À 1 million de lancers, on est sur du 50-50. Et donc ce que nous dit la loi des grands nombres, c'est que le hasard est prévisible. Et donc à ce titre, le hasard n'est plus totalement du hasard. La loi des grands nombres, c'est ce qui fait que les casinos font des bénéfices. La règle numéro 1 au casino, c'est que le client continue à jouer. Car plus il joue, plus il perd. Pourquoi ? Parce que les probabilités sont du côté du casino. À la roulette, vous n'avez pas 36 cases. Vous en avez 37. Parce qu'il y a le 0. Et ça change tout. Parce qu'avec 36 cases, 18 cases noires et 18 cases rouges, c'est 50% de chance de gagner.
Mais avec 37 cases, on tombe à 48,6%. Autrement dit, la loi des grands nombres nous dit que le casino est obligé de gagner. Parce qu'il a l'avantage mathématique. Donc il n'y a pas de hasard. Au fond, un casino, c'est peut-être le seul endroit où le hasard est absent. Et donc on en arrive à ceci d'extraordinaire, que le hasard est à la fois ce qu'il y a de plus chaotique et ce qu'il y a de plus organisé, de plus imprévisible et en même temps de plus régulier. Car tout se passe comme si le hasard était la forme dispersée de l'ordre. Tout se passe comme si le hasard avait une direction. Et que l'apparente désorganisation du hasard n'était en fait qu'une illusion temporelle. Une illusion qui se dissout dans la répétition. Hegel voyait le monde comme un déploiement. Déploiement de la matière, déploiement de la vie, déploiement de l'esprit. Il était convaincu que la raison guidait le réel. Et donc que l'histoire avait un sens. Derrière le chaos des événements, derrière le chaos des passions humaines et du hasard, il y a une logique. Il y a une raison, avec un grand R. L'histoire, c'est le déploiement de la raison universelle dans le temps. C'est l'esprit du monde qui s'incarne dans les événements pour parvenir à un but. La conscience. L'histoire, c'est le monde qui prend progressivement conscience de lui-même. Et pour parvenir à cet objectif final qu'est la conscience, la raison passe par tous les chemins praticables du réel. Elle passe par nous, les êtres humains, mais elle passe aussi par le hasard. Les hasards ne sont pas des hasards pour Hegel. Ils sont les chemins détournés que la raison universelle emprunte pour s'accomplir. Le hasard, c'est la raison universelle qui trébuche et qui, en trébuchant, se fait remarquer. Et quand nous sommes confrontés au hasard, l'étonnement que nous éprouvons, c'est l'étonnement issu de la conscience que tous les événements sont liés. C'est une piqûre de rappel de l'interdépendance des éléments du monde. L'étonnement dû au hasard, c'est le claquement de doigts devant nos yeux, qui nous dit « Sois attentif ». Sois attentif, car le monde te parle. Il te parle en permanence. Tu ne l'entends pas la plupart du temps, car tu es trop occupé. Ta conscience est affairée, tout le temps. Mais si tu lèves les yeux, ou si tu tends l'oreille, tu entendras le monde en train de s'adresser à toi. Tu verras le monde en train de s'accomplir sous tes yeux. Et si tu y plonges toute ta conscience, tu deviendras toi-même le monde qui s'accomplit. Et s'il faut, pour attirer ton attention,
t'envoyer des signes, s'il faut te faire signe, le monde t'enverra des signes et ne te demandera rien d'autre qu'un sourire quand tu les percevras. Je vous remercie.